Bonjour Béatrice et bienvenue sur les clés de la réno. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui au micro du podcast pour parler bien sûr de la rénovation de ta maison et comment tu as réussi à en faire un lieu vraiment unique et personnel. Tu es la créatrice du blog et du compte Madame Décor, bien connu sur Instagram, où tu partages depuis des années ton univers autour de la maison et du voyage. Tu vas nous raconter ça, mais ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est ton regard unique sur la décoration, aussi lié à ta vie professionnelle. Effectivement, tu es hôtesse de l'air et ça t'amène à parcourir le monde, à ramener des objets, des trouvailles de quatre coins du monde, justement, des trésors de brocante à chaque escale. C'est vraiment une passion. Et récemment, tu t'es lancée dans une nouvelle aventure, la rénovation d'une maison en Bretagne. Donc aujourd'hui, j'avais très envie qu'on parle à la fois de cette maison, de ce projet de rénovation, mais aussi de ce que ça signifie créer un lieu à soi, pour toi, quand on a un mode de vie aussi mobile et ouvert sur le monde. Mais avant de rentrer donc dans le vif du sujet, comme toujours sur ce podcast, je vais te demander de commencer par une petite présentation pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux un peu nous dire qui tu es, donc ce que tu fais dans la vie et où tu vis pour démarrer? Alors, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce podcast. Donc je m'appelle Béatrice, j'ai bientôt 45 ans, donc je suis hôtesse de l'air depuis 18 ans, et parallèlement à ça, je fais de la rédaction et de la création de contenu, puisque j'ai la chance d'avoir quand même du temps libre, pour faire tout ça. Et donc j'ai acheté il y a 2 ans une maison en Bretagne, à Lorient, que j'ai avec mon compagnon. Nous avons fait une grande majorité de travaux nous-mêmes, pour des questions de budget. Et donc voilà, la maison est terminée et donc je présente tout ça, sur mon compte Instagram, Madame Décor. Justement, c'est effectivement pour cette raison-là que je t'ai invitée à venir, c'est à nous raconter un peu l'histoire de cette rénovation. Mais avant qu'on en parle et avant qu'on plonge dans les travaux et les idées déco, j'aimerais revenir un peu sur ton parcours, ton métier donc d'hôtesse de l'air qui te fait voyager énormément. Comment ce contact avec d'autres cultures, d'autres façons d'habiter influence ta vision de la maison? Et peut-être aussi, probablement, de la décoration? En fait, tout ce que je vois au quotidien, que ce soit en France, ou à l'étranger, quand je visite un musée, quand je me balade dans la rue, quand je vais chez d'autres personnes, hem, m'influence en fait, parce que j'ai l'impression de m'exercer l'œil, tout simplement, et de prendre, consciemment ou inconsciemment des détails que je peux voir. Ça va être, voilà, une moulure, une couleur. Et de la même façon que lorsque je vais sur Pinterest ou que je feuillette un magazine de déco, en fait, on se nourrit de tout ce qu'on voit. On se nourrit, des gens aussi, on se nourrit de tout. Et donc tout ça, petit à petit, fait que, j'ai ma propre, culture déco. Chez moi, par exemple, il va y avoir un mélange, d'objets de voyage, de choses très, françaises. Voilà, c'est un mélange que je fais et j'y réfléchis même pas, en fait, ça c'est naturel. Et quand je vais dans une brocante à l'étranger, par exemple, bah, je vais voir un objet que j'ai peut-être jamais vu en France, qui existe pas, chez nous. Je vais avoir un coup de cœur et je vais la rapporter et voilà, il va être intégré, chez moi et c'est ce qui va faire, que la maison, est unique, en fait. Voilà, j'ai l'impression vraiment qu'on se nourrit de tout ce qu'on voit, tout le temps. Parce que c'est ça que j'aime beaucoup, moi, suivre, sur ton compte. À chaque escale, on te voit, parcourir, les brocantes, les flea markets, les vides-greniers, effectivement, dans des endroits, qu'on ne soupçonnerait pas, enfin, auxquels, enfin, tu nous fais voyager, à travers tes escales et quand on a le goût, effectivement, de l'ancien et d'aller trouver des pépites comme ça fait rêver. Est-ce que tu as toujours eu, cette passion pour la Chine et les objets qui ont une histoire? Oui, alors non, parce que quand j'étais petite, en fait, mes parents étaient fans de brocante. J'ai une famille qui aime, les beaux objets, les meubles anciens, et cetera, donc ça, j'ai baigné dedans. Et c'est pareil, quand on est petit, on est très observateur, on regarde, les détails des meubles, on est à la hauteur en plus des meubles. Donc par exemple, mes parents avaient un buffet Henri II.
que je trouve absolument horrible, mais j'adorais regarder les petits bonhommes, sculptés. J'ai passé du temps à les regarder. Ça fait aussi partie, de mon ima et donc tous les dimanches, on allait dans les brocantes. J'avais horreur de ça, mais j'imagine que ça m'a nourrie aussi d'une certaine façon et après, à 20 ans, j'ai eu mon propre, appartement et j'ai voulu aussi, le décorer. J'avais pas beaucoup de budget, donc j'ai aussi fait les brocantes et là, mes parents ont doucement ricané quand ils C'est m'appelaient clair. et que je leur disais: «Bah, tu as une broc?» et voilà et c'est chouette, c'est un genre de transmission qui se fait, hem et même si quand on est petit, on s'ennuie, on n'aime pas ça, on préférerait aller faire du vélo ou jouer avec nos copines. C'est une forme de culture qui se fait, tout naturellement et donc je continue et maintenant j'aime ça et ça fait partie de moi et lorsque je vais à l'étranger, alors évidemment j'aime, voir les musées et voir les jolies choses qu'il y a à voir, lorsque je vais quelque part, mais la brocante, c'est toujours un de mes premiers objectifs et c'est la première chose que je regarde, sur, Maps. C'est est-ce qu'il y a une brocante, aux alentours? Est-ce que voilà, souvent ça me fait un objectif de balade quand je connais pas la ville. Après quand je connais les brocantes et je sais quand est-ce que c'est, j'y vais, voilà, spontanément. Mais quand je connais pas, souvent ça me fait visiter des quartiers, ça me fait des balades, donc c'est chouette et hem et donc c'est aussi l'occasion d'assouvir ma passion, pour la Chine et de trouver des choses qu'on ne trouve pas forcément chez nous. Et c'est une, passion que tu as réussi à transmettre à ton fils? Pas du tout. Alors, j'essaie quand même de lui montrer, je le revois, moi enfin, je me revois à son âge, là, il a 13 ans et j'essaie quand même de lui montrer de l'intérêt. Donc lui, il aime ses choses à lui, il a aimé, Star Wars. Là, en ce moment, il aime, le foot, les jeux vidéo, le golf, les BD aussi beaucoup. Donc j'essaye, tu à chaque fois de lui dire: «Bon, bah, écoute, viens, on va essayer de trouver, les petites BD que tu bien». Je passe du temps avec lui au rayon livre, voilà, pour qu'il, trouve un intérêt. Mais alors la déco, il s'en fiche, vraiment comme de son premier slip. Je vois bien. J'ai les mêmes à la maison. Ils sont plus petits, mais oui, Ouais. je vois. On va parler maintenant, de cette fameuse maison, Oui. donc que tu as achetée récemment et rénovée, également récemment en Bretagne. Raconte-nous un peu la genèse de cette histoire. Comment elle est arrivée, dans votre vie? C'était quoi ce projet? Donc j'ai rencontré, mon compagnon Cédric en 2021, fin 2021, en novembre et donc on il est venu, vivre à la maison. Voilà, il est venu vivre à la maison et donc cette maison, voilà, elle était là, elle était déjà, meublée, il a intégré notre famille en fait, moi et Paul et on avait vraiment envie d'avoir un projet commun. Hem et en fait, ce projet, tout naturellement, est venu sous la forme d'une maison. Lui est breton, il est né à Vannes, il a grandi à Baden, il a sa famille, heu, en Bretagne, dans le Morbihan, ses amis et moi, j'ai, ma grand-mère et 2 tantes qui habitent à Carnac, donc pas très loin. Pas loin, oui. On avait, voilà, cette ancre, commune et on s'est dit que ça serait chouette, de pouvoir avoir un petit pied-à-terre pour pouvoir aller voir la famille et les amis régulièrement et donc voilà, on s'est lancé dans ce projet. C'était, notre bébé à nous et on s'est dit que ça voilà, que ça pouvait être chouette de partir de zéro. On voulait vraiment une maison à rénover, pas quelque chose de tout fait, mais quelque chose qu'on construirait à notre image et qu'on ferait à notre façon. Déjà pour, des questions de budget et aussi parce qu'on avait envie d'avoir quelque chose qui nous ressemble, à 100. Et donc nous étions partis alors moi j'avais un imaginaire, complètement délirant, sur la longère bretonne en pierre, avec la grosse cheminée et cetera, la maison de campagne, un peu, image d'Épinal. Et puis après on s'est dit: «Est-ce que c'est une bonne idée de partir de 4 murs et de vraiment» enfin c'est vraiment des gros, gros, gros travaux. On a quand même, bientôt la cinquantaine, tous les 2 et on s'est demandé si on allait avoir l'énergie de voilà, de se lancer dans un tel projet et en regardant les annonces, sur Le Bon Coin, je suis tombée sur cette meulière
pas du tout une maison bretonne, c'est vraiment une meulière des années, presque 30. Je crois qu'elle date de 1928, dans un centre-ville, puisqu'on est vraiment dans le centre de Lorient, donc pas du tout dans la campagne. Enfin voilà, on était à 1000 lieues, du projet initial, mais on a vu les avantages. Elle était pas très loin de la gare et on s'est dit: Si on veut venir en train, ça peut quand même être chouette». Là, on est vraiment à 5 minutes à pied de la gare. Elle était jolie et quand même dans son jus, il y avait de choses à faire. Il y avait un petit jardin, le quartier était calme quand même et puis on s'est dit: «Bah, si on a besoin d'aller, dans les grandes surfaces de bricolage, acheter des trucs et cetera, bah, on est quand même, à 10 minutes de tout ça et ça va être pas mal». Et effectivement, ça, c'était le bon point parce que quand on rénove, on va 1 million de fois chez Bricotruc, chez Leroy Merlin, chez et On a cetera. toujours besoin effectivement d'aller acheter la Voilà, il boîte nous de manque vis tout le temps manquante. un truc et j'ose même pas imaginer, si on avait dû faire, 30 ou 45 minutes de trajet à chaque fois, ça nous aurait vraiment rallongé les délais de réno. Après peut-être aussi qu'on aurait plus réfléchi en se disant: «Bon, on est sur place, là cette fois il faut rien oublier». Mais quoi qu'il en soit, ça a été un bon point positif pour nous. Donc voilà, on a acheté en décembre 2023. Dès qu'on a signé, on s'est lancé tout de suite, dans la réno et tout a été terminé, début janvier là, 2026. Et du coup, vous l'avez cherchée longtemps, celle-ci? Non, on a regardé, allez, 1 mois les annonces. On a fait une visite, c'était la deuxième et ça a été un immense coup de cœur et du coup, on s'est dit c'est un peu le problème avec les maisons, c'est qu'on a malheureusement pas trop le temps de réfléchir, 150 ans parce que, bah, si on a le coup de cœur, ça peut vite nous passer sous le nez. Donc on a refait quand même une mais vraiment elle cochait, tout ce qu'on voulait. Donc voilà, on s'est lancé. Coup de cœur, allez, fallait y aller. Et du coup, c'est une maison secondaire? Ou enfin, tu vois, comment vous l'habitez? Alors en fait, l'idée moi je suis obligée de rester en Île-de-France, parce que j'ai la garde de mon fils et donc je veux pas m'éloigner de lui et je travaille quand même à Roissy. Là, si j'habitais à Lorient, ça me ferait, 5 heures, de trajet pour aller travailler à chaque fois. Ce qui est pas envisageable pour moi pour le moment. Je travaille à 100 et déjà la fatigue des vols, est quand même importante. Je me vois pas me rajouter ce trajet en plus avant et après, chaque vol. En revanche, l'idée, c'est donc pour l'instant, c'est une maison secondaire et l'idée, c'était, quand je serai en fin de carrière, me mettre à temps partiel et pouvoir aller habiter là-bas définitivement quand Paul, sera grand et sera parti de la maison. Et donc pour l'instant, c'est vraiment une maison secondaire, mais on a vraiment tout fait, exactement, comme pour, l'habiter de façon permanente. Donc on a essayé de faire quelque chose de pratique, avec des rangements, une cuisine fonctionnelle, un salon convivial. Voilà, c'est tout est fait pour. Ça a pas du tout, l'esprit d'une maison de vacances. Oui, 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 c'est vraiment oui, oui, elle ressemble à une maison, du quotidien. Ouais, c'est Pour moi, une maison de accentué en vacances, c'est peut-être quelque chose qui est meublé un peu plus de bric et de broc, heu, voilà, avec, peut-être la cuisine, dans son jus. Je dis pas que toutes les maisons de vacances sont comme ça, évidemment, mais c'est un peu l'idée que je m'en fais et si c'était vraiment resté une maison de vacances, heu, on aurait peut-être moins poussé les choses, aussi loin. je vois. Et ben, justement, à quoi elle ressemblait alors quand vous l'avez achetée? Elle avait beaucoup de charme. Il y avait plein d'éléments qui me plaisaient et qui font que je peux tomber amoureuse d'une maison, facilement. Il y avait des cheminées, dans les pièces, même dans les chambres, à l'étage. Il y avait des moulures, il y avait une belle hauteur sous plafond. C'est vraiment la petite meulière, typique française. Il y avait un très beau terrazzo, au sol, au rez-de-chaussée, mais il y avait aussi, beaucoup c'était pas une famille de bricoleurs et la maison, voilà, était tombée un peu, en désuétude, il y avait plein de choses qui n'avaient pas été entretenues ou remplacées, donc il y avait quand même du travail, l'électricité notamment, heu, elle avait été très peu, touchée, voire un peu bricolée, mais
de façon un peu aléatoire. Donc ça, il fallait tout revoir de A à Z. Hem, Après les cuisines et les salles de bain, si on n'avait pas été regardant, elles auraient été, fonctionnelles, mais bon, elles étaient dans le jus, début 80 et c'est pas du tout un style qui me plaît et voilà, il y avait plein d'autres choses, qui n'allaient pas, la chaudière, petites choses qu'on souvent on retrouve dans une réno, je pense, de base. Mais en tout cas, la base était là et il y avait, vraiment de quoi enfin, en embellissant un peu les choses, sans trop toucher à l'existant, on pouvait faire quelque chose de très joli. Ouais, elle si je comprends bien, quand même pas été trop, Elle avait pas les été éléments trop d'origine abîmée. n'avaient pas été trop gommés ni tu vois ce que Par je veux dire? exemple, il y a un très bel escalier en bois des années 30. Il était magnifique, on sent qu'il avait été ciré, que c'était comment des garde-corps très jolis, anciens, bon, qui avaient juste été, barbouillés d'une couleur qui me plaisait pas, mais voilà, il suffisait simplement de les dérouiller, de les repeindre en noir. Le terrazzo, il faut encore ça on l'a toujours pas fait, mais heu, il faut qu'on le rénove parce qu'il est un peu fondu, à certains endroits, mais il y avait vraiment des bonnes bases. Après voilà, le jardin, c'était une jungle, le sous-sol, c'est la cata, il y a de la terre battue, il y a plein de petits détails à revoir, mais les bases étaient très bonnes. D'accord. Et alors les modifications? Parce que j'entends quand même là que vous avez fait beaucoup par vous-même, à à distance, non, pas à distance, en venant très régulièrement, mais du coup effectivement ça a dû être un sacré, planning de travaux. C'est quelles sont les modifications que vous avez faites dans tout ça? Alors avant de te parler des modifs, je voulais quand même te parler de quelque chose, que je trouve important, c'est que je n'ai pas pris en compte la fatigue que ça allait nous engendrer de faire ces fameux allers-retours. Mmh. Faire 1000 bornes, heu, que ce soit en semaine ou sur un week-end, quasiment tous les week-ends pendant 1 an et demi, ça a été vraiment, c'était vraiment très dur. Nous, on voyait les travaux, on savait que les travaux, ça allait être, difficile, mais j'avais pas réfléchi à ce fameux transport qui allait, vraiment nous rendre la tâche, plus ardue. Bon, on l'a fait, de toute façon, on n'avait pas le choix et pendant quasiment 1 an, on pouvait pas dormir sur place. Il y avait pas de salle de bain, il y avait pas de chambre propre et cetera. Donc donc on n'a pas eu le choix, on a fait avec. Mais ça, c'est vraiment un point à voir, lorsque Mais du coup vous quand on achète. vous dormiez quand même sur Bref, place? Comment vous avez fait, tu vois, même? on a eu la chance, d'avoir, ma belle-maman qui était à Vannes, donc à 45 minutes de Lorient et donc le soir, lorsque les travaux étaient terminés, On nous allions reprend la dormir route. chez elle. On a repris voilà, on prenait la route, mais à l'arrivée, on avait une douche, chaude, un lit propre et elle a été adorable. Elle nous a fait à manger pendant 1 an et demi. C'était, vraiment, c'était super appréciable, d'avoir un vrai repas, chaud. Donc Dani, merci beaucoup si tu me vois. Ça, c'était chouette et donc les modifs, on a commencé par isoler parce que, donc la maison a un rez-de-chaussée et 2 étages. Le deuxième étage qui est sous les toits, il y avait le placo et les tuiles. Il y avait même pas un petit bout d'isolant vieux machin, c'était la cata. Donc autant dire, merci à la déperdition de chaleur. Ça, on l'a fait faire parce que ça, on savait pas faire. On a déposé, l'ancien placo. On a fait tout ce qu'on pouvait faire nous au départ. Pareil pour la salle de bain, on l'a entièrement refaite, la cuisine aussi. On l'a déposée nous-mêmes, on a retiré tout le carrelage, voilà, tous les gravats, les allers-retours à la déchetterie et cetera, on les a fait. Et donc là, on a fait appel, à un artisan pour faire ce fameux placo. On a également fait appel à un artisan pour l'électricité. Peut-être que je devrais revenir à la genèse du truc, c'est-à-dire que ce fameux artisan qui nous a fait le placo, nous a, complètement, arnaqués et ça, c'était, quelque chose dont je voulais parler. Vraiment, si je peux donner un conseil, aux personnes qui nous écoutent,
c'est de ne jamais passer par un artisan trouvé comme ça sur les pages de Google, ce qu'on a fait. C'est la plus grosse bêtise qu'on ait faite, vraiment. Je crois qu'il faut vraiment faire appel à quelqu'un qui est recommandé par quelqu'un. Ouais, il y a plusieurs façons de trouver un bon artisan, mais c'est sûr que le bouche à oreille fait partie des meilleures façons de faire, même si on n'est jamais à l'abri. Même avec du bouche à oreille, on Bien n'est sûr. jamais à l'abri d'un artisan qui, du jour au lendemain, ne vient plus, on sait jamais, hein. C'est vrai que chacun peut avoir des parcours de vie un peu compliqués ou effectivement, ou même ne pas avoir le même niveau d'exigence que la personne qui nous a recommandé Exactement. l'artisan peinture. Mais oui, aller chercher un artisan sur, Google, pour ne citer, que Google, mais sans aller plus loin, sans trop enfin, sans compléter, parce que c'est aussi possible, hein, mais il faut compléter un peu sa recherche pour être sûr, ouais, c'est sûr. Oui, je pense. C'est vrai. Alors, c'est vrai que tu as raison, il faut compléter, mais voilà, partir d'un avis Google, on a vraiment amèrement regretté, de Oui, parce qu'il vous a d'avoir fait fait quoi ce ça. ce ce Donc ce mauvais monsieur, bonhomme? plaquait, plutôt bien, hein, et puis, nous, on avait un ami qui était, électricien en Bretagne, donc sauf que cet ami n'était pas dispo évidemment, assez longtemps, hein, comme, tous les bons artisans, il a un agenda bien et en parlant à cet artisan, en disant: «Bah, voilà, on va devoir un peu avant de faire, l'enduit», parce qu'il était question qu'il fasse l'enduit, heu, que notre ami électricien soit dispo. Et là, il nous a dit: «Mais je peux faire l'électricité aussi». Et comme on était plutôt contents Oui, de de son la travail sur le du placo? plaquage, on s'est dit: «Bah, go pour l'électricité». Sauf qu'il était aussi électricien, que toi et moi, et tu es peut-être électricienne, je ne sais pas, mais en tout cas On peut pas s'inventer effectivement, électricien. En plus, c'est quand même, étrange, parce que, ben, déjà normalement parce qu'il y a des agréments, hein, pour pouvoir faire des travaux électriques. N'importe qui peut pas faire des travaux électriques pour comme ça du jour au lendemain et puis en ouais, plus effectivement, il lui faut une décennale pour couvrir ses travaux. voilà, bah, nous on n'était pas trop au fait de tout ça, et en fait, il bidouillait l'électricité et il nous a bidouillé l'électricité, et heureusement, Cédric s'y connaît quand même un petit peu. Et il a vu que c'était mal fait, il nous a retiré la terre partout, y compris dans la cuisine et la salle de bain. C'est quand même la base, et quand on lui Ouais. a dit, ce monsieur Il s'est manque un fâché fil. en disant: «Mais pas du tout, il y a pas besoin de terre de toute façon». Donc on a complètement arrêté avec lui, et donc ça s'est fini, voilà, avec des lettres d'avocat et cetera, et ça a été une très mauvaise expérience. Après coup, je me dis que j'ai appris, de mes erreurs, qu'évidemment je ne referai plus la bêtise de faire appel à quelqu'un, C'est je sûr. serai plus méfiante et cetera. Mais ça nous a pris beaucoup de charge mentale, de temps, parce qu'après évidemment tu te lances, dans des allers-retours de mails, de trucs, et c'est énergivore au possible. On n'en dormait plus, enfin c'était dur. Donc Oui, puis on s'en passe voilà, ça bien, je ça a pense. été le La réno, c'est déjà assez compliqué comme ça, on peut si on peut se passer de ce genre de désagrément, bon. exactement. Donc voilà, finalement donc on a attendu, on a arrêté les travaux pendant un mois parce qu'on était déjà épuisés et moralement et physiquement, et moi la maison elle, je pouvais plus la voir en peinture vraiment. Donc on a dit: «OK, on prend un peu de recul, on se repose, on va se détendre», et donc on a attendu, sagement que mon ami électricien, soit dispo, et du coup il a tout repris, donc ce qu'avait, cochonné l'autre en pestant. Je crois qu'il a jamais autant pesté, que contre ce monsieur. Il a refait vraiment, voilà, une basse scène, toute l'électricité de A à Z, et puis on a pu, continuer après. Donc on a fait faire l'enduit parce que l'enduit, je m'y étais déjà essayée dans une précédente maison, et c'est un art, vraiment, c'est un art. C'est vraiment pas donné à tout le monde. En tout cas, moi, je n'ai pas réussi malgré, de multiples tentatives. Donc je me suis dit: «Bon, je vais pas faire un mur à moitié bien où je vais avoir les traces tous les jours, ça va pas me plaire». Donc on a fait faire l'enduit,
et une fois que l'enduit électricité était terminé, bah, c'était à nous de jouer. Et donc là, on a fait Cédric a continué un peu le placo du coup et il a regardé 1 milliard de vidéos sur YouTube, il s'est lancé, il a fait le placo dans les toilettes, par exemple. Heu et moi, une fois que l'enduit a été fait, j'ai pu faire toute la peinture de toute la maison. J'ai tout fait et j'ai rénové tous les sols, donc il y avait du parquet sur du vrai parquet. Donc nous avons retiré, ce faux parquet qui ne nous plaisait pas du tout et oui, je Du trouvais faux c'était parquet, très donc genre spécial. du des lames en vinyle ou ce genre de choses? C'était des lames en ouais, c'est ça, avec du comment ça s'appelle? Du ouais, du Contrecolis? faux, tu sais, du faux bois, une espèce de couche de faux bois sur du mélaminé. D'accord, ouais, Et donc on a retiré tout ça. et ça, c'était sur un vrai beau parquet? C'était sur un alors vrai beau parquet non, c'était pas, du point de Hongrie en chêne, 18e, mais c'était un beau parquet, en pin qui était, tout à fait viable. Donc j'ai tout poncé et heu et après je suis repassée, à la ponceuse manuelle, ça m'a pris un temps de fou et après j'ai vitrifié et donc on a, voilà, maintenant du parquet partout. Dans certaines pièces, le parquet avait pris l'humidité, donc j'ai pris le parti de le peindre en blanc pour donner un petit côté, bah, maison de vacances justement, bord de mer, sans faire, too much, mais c'est plutôt joli, ça cache, vraiment le quand le bois était vraiment abîmé, noirci. Oui. J'ai eu beau essayer de d'écrasser, ça marchait pas. Là, je suis passée à la peinture et je suis très contente. On est content de ce choix. Oui, ça fonctionne bien. Peindre le parquet, moi Ça j'aime bien. fonctionne bien. Voilà. Et puis, on a toujours peur en plus que ça dure pas dans le temps. Enfin, que tu sais, que ce soit plus fragile, et en fait Oui, maintenant avec les peintures, on arrive à obtenir mais oui, de c'est des ça. Honnêtement, ça tient super bien et ça tient d'autant mieux que, on a j'ai pris le parti de faire, les sols et de finir par la peinture. Parce que j'avais pas envie de poncer, le parquet une fois que mes murs étaient tout beaux, tout blancs. Enfin, mmh tout peint, fraîchement peint. Je voulais faire l'inverse. Apparemment ça se fait pas, mais bon, moi j'avais cette idée-là en tête et donc une fois que mes sols étaient bien vitrifiés et cetera, je les ai protégés et là mh. on est passé, à la peinture et à l'enduit et finalement ils ont très bien tenu que ce soit, vitrifié ou peint, j'ai pas eu d'éclat, enfin ils sont nickel. Sur l'ordre, tu vois, entre le sol et les murs, c'est une question qu'on se pose souvent effectivement, et en fait, il y a pas Ah oui? vraiment il y a pas d'ordre, Ah OK, il y a pas de règle? préconçu. Non, en fait, ça dépend. Moi, pour avoir du coup travaillé avec différents artisans, voilà, différents corps de métier, effectivement, en fait, ça dépend vraiment beaucoup ça dépend du chantier déjà aussi, et ça dépend vraiment des artisans, et notamment si tu veux peindre les plinthes, que tu es donc obligé de poser une fois ton sol terminé. Ben, tu es obligé en fait de, peindre, les murs après. Mais on recommande quand même souvent de peindre le plafond en premier et ensuite de s'attaquer au sol, Ah oui. pour ensuite finir par les murs, par exemple, tu c'est sûr qu'il y a une logique. Il y a une logique pour essayer de moins le d'abîmer le moins possible ce qui vient d'être fait, mais ta technique qui était de, du coup, faire le sol en premier pour ensuite le protéger et faire les murs, il y a plein d'artisans qui le font aussi, hein. Ouais. OK. Ah bah, ça me rassure. Ça Tu va. vois, ça dépend vraiment. Il y a pas sur ce point-là, effectivement, ça dépend de chacun, ça dépend du chantier, voilà. Tant qu'effectivement, on fait attention et qu'on prend les précautions pour faire en sorte de, voilà, de pas abîmer ce qui a été fait. Oui, la dernière chose dont je voulais parler sur, le gros de ce qu'on a fait, c'est que, on n'a pas eu de bol, mais pendant cette réno, on a eu un des murs du jardin qui s'est effondré. On s'est rendu compte que nous n'étions couverts par aucune assurance. Ils se sont tous, renvoyé la patate chaude en disant: «C'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous». Soit, heu, l'assurance, de la banque, pour la maison, l'assurance, habitation qu'on avait pris, à côté. Enfin voilà, on a été, lâchés par tout le monde
Et donc on s'est dit: «Bah, qu'est-ce qu'on fait avec ce mur, effondré?» Bah, il va falloir qu'on se retrousse les manches. Et alors pour le coup, c'est Cédric qui a tout fait de A à Z. Il avait jamais monté de mur et c'est pareil, il a regardé 10 000 tutos sur YouTube. Alors, il est pas très content de son mur. Moi, je le trouve vraiment super. Je trouve qu'il a fait un boulot, extraordinaire. Et bon, lui, il est peut-être plus pointilleux que moi et voilà, peut-être parce que c'est lui qui l'a fait, il voit peut-être les défauts. Mais donc pendant cette réno, on a dû faire un stop, maison pour pouvoir reconstruire ce fameux mur, qui s'était effondré. Ce qui ne nous a pas arrangé. Oui, c'est sûr. Je comprends. Bon après, vous étiez dans les travaux donc du coup, vous étiez équipés déjà? Oui, c'est ça, foutu pour foutu. Et puis, le jardin, de toute façon, c'était un chaos total, donc à la rigueur, je me dis: «Bon, mieux vaut qu'il se soit effondré, maintenant que plus tard». C'est vrai. Mais on était déjà tellement fatigués qu'on s'est dit: «Oh là là, encore la tuile en plus qui nous tombe Ouais, dessus». c'est sûr. Bah, après si ça peut te rassurer, il y a quand même très peu de projets de rénovation où il y a pas ce genre de d'imprévu. J'imagine qu'il y a toujours des mauvaises surprises et qu'il y a toujours un truc, auquel on s'attendait pas. Voilà, exactement. Et du coup, quand tu as pensé, les changements, les transformations, est-ce que tu avais tout imaginé en amont ou est-ce que ça s'est un peu construit au fur et à mesure de vos travaux? Alors les 2. J'ai la faculté, de réussir à me projeter dans une maison, même quand on est à 10 000 lieues de ce que j'ai en tête. J'arrive parfaitement à m'imaginer, à voir, ce que je peux en faire, où je peux placer les choses et cetera. Après, j'ai pas toujours le compas dans l'œil. C'est-à-dire, que par exemple, alors j'ai fait tous mes mood boards avant, j'avais imaginé les matières, les papiers peints. J'ai changé, pour certaines, pièces en cours de route parce que finalement, en voyant la lumière sur place, je me suis dit: «Ah, si je mets, un papier peint foncé, ça va encore, plus assombrir la pièce». Il faut j'ai switché, certaines choses, mais il y a vraiment des pièces, si tu veux, je t'enverrai par exemple le mood board de la chambre de Paul. Entre le mood board que j'ai fait et la pièce en elle-même, c'est la copie conforme. Donc je suis plutôt contente. Et puis, à contrario, pour le salon, par exemple, le salon est très petit. Il est carré. J'avais pas envie qu'on étouffe dedans et qu'on se sente, voilà, dans une, maison de poupée, je voulais qu'on puisse respirer quand même. Et j'avais imaginé pouvoir mettre, 2 canapés et une table à manger. Et en fait, bon, bah, voilà, là, typiquement, j'ai pas du tout eu le compas dans l'œil. Une fois que j'ai installé mes 2 canapés, je me suis bien rendu compte que si je mettais une table à manger, il allait falloir serrer le ventre pour passer entre la table à manger et le canapé et c'était pas du tout, le but. Donc pas de souci, j'ai changé, de plan en cours de route et finalement on a fait bibliothèque. Ouais. Mais du coup, tu t'en es pas rendu compte avant? Il a fallu Mais je mettre les m'en suis pas canapés? rendu compte avant parce que, parfois j'ai pas du tout le compas dans l'œil, j'ai je suis vraiment une grande rêveuse, et je vois toujours, plus loin, toujours plus haut, mais parfois j'ai pas du tout les pieds sur terre. Heureusement Cédric, lui, il les a pour 2. Donc ça c'est chouette, on se complète, bien là-dessus, pour ça. C'est pareil, j'avais, un superbe meuble, de rangement. Je m'étais imaginé mettre dans la chambre de Paul, mais j'avais pas du tout pensé, aux escaliers, par exemple. Et voilà. Heureusement, on n'a même pas amené ce meuble, parce que sinon on se serait retrouvés, comme des idiots en bas des escaliers en disant: on n'y arrive pas». Mais pour le lit, par exemple, ce qui nous est arrivé, on a voulu monter, le sommier qui ne passait pas par les escaliers, qui ne passait pas par les fenêtres. C'était une catastrophe. Les livreurs étaient là et du coup, on a dû démonter tous les volets et le châssis qui entoure les fenêtres, qui donnent sur la rue et on était à 3 au-dessus du camion de notre copain électricien, sur une échelle en train de pousser ce sommier avec 2 autres qui le tiraient, du premier étage. Il passait mais au millimètre près une fois qu'on avait démonté, les volets et enfin ça a été voilà. Et ça, bah, c'est encore, c'est l'histoire de ma vie, quoi. Ouais, on peut pas Je forcément pense peut-être, penser à moi, aux mesures, aux trucs,
Je suis pas du tout une fille, basique, pratique. Je ne suis pas du tout pratique. Je suis esthétique, voilà. Et on peut Et avoir dans une la vie, très il faut bonne être pratique. capacité à se projeter et pour autant avoir du mal à appréhender, effectivement les proportions, les volumes. Oui, ben tu viens de me résumer, voilà. C'est Exactement. pas oui, je suis Tu pas nous as très terre parlé à un terre. peu, de tout ce que vous aviez fait en termes de travaux, hem, mais par exemple, est-ce que c'est vous qui avez fait, la les salles de bain, la cuisine? Comment vous vous êtes organisés sur ces points-là? Alors, aussi quelque chose que j'ai pas mentionné, c'est que les radiateurs, par exemple, étaient, sur place, donc la maison est chauffée, avec une chaudière, au gaz et les radiateurs et c'était, des radiateurs années 80 très vieillots et moi je voulais les radiateurs en fonte à l'ancienne. Qui Donc allait bien un avec par l'esprit de la un, maison? qui allait bien avec l'esprit de la maison. Donc un par un, on les a chinés sur le bon coin, on a été les chercher à droite, à gauche. Ça pèse un âne mort ce truc. Hem Et je voulais, donc les faire sabler et les faire repeindre. Sauf que le devis était beaucoup trop important pour nous, on n'avait vraiment pas du tout les moyens. Donc on l'a fait nous-mêmes et ça a été une tannée, totale. Le résultat est pas nickel, nickel, mais bon, on l'a quand même fait et c'est faisable. Vous les Et avez sablés encore un vous-même? exemple, ouais, on a acheté un compresseur. Et avec du sable et on les a sablés. Ouais, quand Enfin, même. un espèce d'aéroconcept. C'était pas Mmh. parfait, hein. C'est pas comme si on l'avait fait faire, clairement et on l'a peint aussi, avec les compresseurs, du coup. Mais voilà, on est quand même contents et encore un exemple qui prouve que j'ai pas du tout, les pieds sur terre, c'est que je m'étais dit: «Ah bah, le petit radiateur de la salle de bain, je vais le monter moi-même». Sauf que c'est un truc en fonte. J'ai voulu, Aussi. bricoler en le mettant sur mes genoux, en étant les genoux pliés et en montant marche par marche et évidemment, je suis tombée avec le radiateur. J'aurais pu me faire super mal si, le Ouais. radiateur m'était tombé dessus. J'ose même pas imaginer. Bref, ça s'est fini avec une marche cassée et le terrazzo qui était un peu fendu. Mais le radiateur était still alive et moi aussi, donc voilà. Et donc pour en revenir, à la salle de bain, on s'est fait aider par un plombier parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. En revanche, la cuisine, c'est Cédric qui l'a faite de A à Z et franchement, je lui envoie toute mon admiration parce qu'il avait jamais fait. Alors après, il a quand même, une bricoleur de base, mais c'est quelqu'un, voilà, qui même s'il n'a jamais fait les choses, va chercher, va essayer de comprendre, va regarder, va s'inspirer des autres et puis, il y va. Il y va quand même. Et là, il a eu zéro aide parce que même moi, j'étais pas là, c'était des week-ends durant lesquels je travaillais. Donc je n'étais même pas là pour l'aider et il a tout fait tout seul, donc chapeau à lui. Et la salle de bain, on s'est fait aider, par un plombier. Bien. Oui, donc vous avez quand même eu des artisans qui sont intervenus pour les travaux les plus techniques et puis vous qui avez fait beaucoup en complément, d'accord. Et donc tu nous disais, vous avez acheté Exactement. en 2023? Non, Fin 2023, en décembre 2023. et là ça s'est fini, enfin combien de temps ça a duré en fait finalement? Ça a duré 2 ans et 1 mois. Il nous a fallu 1 mois et demi pour tout faire et on a laissé quand même quelques mois, sans rien faire fin 2025 et on a mis, allez, 1 mois pour faire la cuisine. Donc en tout, ça nous a pris, ouais, 2 ans et 1 mois. Maintenant, il va falloir qu'on s'attaque, aux extérieurs et au sous-sol. Jardin, garage et sous-sol. Mais là, on va se laisser un peu le temps, De de profiter un peu de profiter la de ce maison. qui a déjà été fait. Voilà, financièrement, il faut, évidemment, rééconomiser et puis surtout physiquement, on a besoin là d'en profiter. Donc même si c'est pas parfait, on disons que là, pour le moment, on bricole pour pas qu'il y ait de problème et c'est vraiment du rafistolage et on devrait refaire quelque chose de propre. Et du coup, quelle a été la plus grande difficulté pour toi dans cette réno? Ça a été d'être sur tous les fronts à la fois. C'est-à-dire,
travailler. J'ai un travail où il faut que je sois, apprêtée un minimum. Ouais, Il oui, faut que je donc sois au service des compréhension, gens, la soit la colle à disponible. carrelage. Voilà, donc à chaque fois, c'était, l'enfer de retirer les traces de peinture et ça m'est arrivé, d'en oublier, tu vois, une par ici et puis, ça se je m'en aperçois une fois que mon uniforme est mis, quand je suis en train de servir un passager. J'ai un gros truc, vert. Mais voilà, être sur tous les fronts, c'est-à-dire pouvoir continuer à faire mon travail, en étant, disponible pour les gens, sympa, agréable, serviable, ouais, qui est le métier d'hôtesse. Réussir à tenir, au niveau de la fatigue. Donc, les nuits blanches, dans les avions, après, refaire le transport et puis, bosser et être active. Continuer à m'occuper de mon fils parce que j'avais pas envie, que les semaines où j'avais mon fils, que je sois en mode, travaux et puis on passe pas de temps ensemble. Donc continuer à être, maman. Hem, voilà, être partout. Continuer à être, sur Instagram, à faire, les partenariats et cetera. Ça a été, dur. C'était une période durant laquelle je n'ai absolument pas lu, ni, regardé, quoi que ce soit sur un écran. Le soir, c'était du coma éthylique. Vraiment. Sans Là, compter c'est vrai la que vie c'est mieux sociable, rester dans un qui a quotidien. été absolument, nulle. On a vu personne. Ouais, c'est sûr. Ah bah, de toute façon, quand on fait des travaux, à part quand on a des amis qui viennent nous aider sur le chantier, mais sinon, plus de vie sociale, Oui. Et c'est pour le sûr. coup, on a sollicité personne. Alors on a peut-être eu un coup de main à droite à gauche, pour aller faire un tour à la déchetterie, mais et pour le coup, les artisans qui nous ont aidés ont été, vraiment super. Enfin, notamment notre copain électricien, ça a été au-delà de l'électricité, Et il y a des moments où vous vous êtes dit: «Mais pourquoi on s'est embarqué dans cette aventure?» ou jamais vous avez regretté? évidemment. Déjà, je pense que tout le monde passe par là à un moment ou un autre. Sauf peut-être quand vraiment on fait tout faire et qu'on vient juste pour faire des visites de chantier, mais sinon, je pense qu'à un moment ou un autre, on craque tous. Heu, on n'en peut plus de fatigue, de plâtre, de poussière, de voir que les choses avancent pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Pour nous, ce qui a été vraiment plus dur, c'est quand ce fameux artisan nous a arnaqués. On l'a vraiment mal vécu et on s'est dit: «Oh là là, est-ce qu'on n'a pas fait, la bêtise du siècle?» Et j'ai pensé très fort au après, en fait. Je me suis dit: «OK, là, je suis dans le plâtre, jusque-là, j'ai un vieux jog, je bouffe des pizzas depuis, et des sandwichs, depuis 3 mois, j'ai pris, 6 kilogrammes. On se détend, tout ça, ça va passer, en fait. Il faut penser très fort au après, en se disant: «Eh ben, un jour, je poserai du papier peint. Un jour, je vais poser, mon cul sur le canapé» et en fait, c'était ça, j'essayais de viser step by step, c'est-à-dire, je disais toujours à Cédric quand il me disait: «Ah, ça avance pas et tout», je dis: «C'est pas grave, là, la semaine prochaine, imagine, on aura fini cette chambre. Cette chambre-là, on n'y touchera plus du tout et heu et ça sera déjà une étape de faite». Et on a pensé comme ça, en fait. On s'est dit: «Quand la salle de bain sera faite, quand on aura l'eau, quand les toilettes marcheront, quand» voilà, on a fonctionné comme ça pour pas se désespérer et garder, le moral et et quand enfin on a fini la cuisine là en janvier, on s'est posé et et je crois qu'on a enfin, moi j'ai pleuré de joie. Cédric il est moins démonstratif que moi, mais moi, j'ai pleuré de joie et je me suis dit: «Ça y est, quoi. Ça y est, il y a plus Ça y rien est, à le faire nu» ouais. alors ça, c'est faux de dire qu'il y a plus rien à faire nulle part. Il y a toujours un truc à faire, heu, ne serait-ce qu'on a un mur qui a pris, l'humidité parce qu'on a le toit du garage, qui est mal fichu, une gouttière, bouchée et bref, du coup, la peinture qui venait d'être faite toute belle et tout, elle a cloqué. C'est bon, je me dis: «Ouh, c'est secondaire. On va laisser comme ça, en attendant et on verra, après». OK. Et alors, maintenant, quelle est la pièce de la maison qui te procure le plus de plaisir? C'est quoi ta pièce préférée et pourquoi celle-là? La pièce de la maison que je préfère, c'est la cuisine. En fait, déjà parce que ça a été la dernière, qui a été faite et mine de rien, c'est vraiment le cœur de la maison.
On a donc comme je l'expliquais tout à l'heure, nous n'avons pas de salle à manger, ni dans le salon ni ailleurs et donc on a fait le choix on a la chance d'avoir une grande cuisine et on a fait le choix de faire un coin banquette, et de mettre une grande table et donc avec des rallonges et donc on peut y manger à beaucoup. Donc c'est le coin où on mange, c'est le coin où on bricole, c'est la première pièce dans laquelle, une fois qu'on est rentré dans le couloir, c'est la première pièce dans laquelle on rentre dans la maison et elle est vraiment super. Je sais pas, elle me plaît. C'est pas forcément la cuisine pile poil que j'avais imaginée, mais en tout cas, il y a tous les éléments que je souhaitais, des vieux tableaux, une petite lampe, sur le plan de travail, ce fameux coin banquette dont je rêve depuis des années, qui pour moi est tellement, anglais, ça fait tellement cottage british, j'adore, et en même temps, comme elle est neuve, elle a aussi ce côté fonctionnel, les tiroirs coulissent bien, elle est bien fichue, il y a, tout ce qu'il faut pour tout au niveau du rangement et cetera. Donc voilà et cette cuisine, elle est, baignée de lumière, elle donne sur le jardin et je m'y sens vraiment bien et ça me donne envie de cuisiner et d'y être. Le cœur de la maison, ouais, la cuisine, on aime je sais pas si c'est parce qu'on est français, qu'on aime bien manger, bien cuisiner, mais Oui, c'est vrai et dire qu'avant, c'était une petite pièce au fond de la maison, toute riquiquite, pas forcément je repense à l'appartement de mon arrière-grand-mère à Paris. Elle avait un appartement, bon, j'imagine qu'elle avait, des domestiques, enfin, au moins une dame qui faisait, la cuisine. Et donc la cuisine était vraiment toute petite et elle était tout au fond d'un petit couloir, à côté des chambres et pas du tout, à côté de la pièce de vie, ni de la salle à manger, ni ouais. Ouais, ouais, c'était on c'est a sûr, changé, on a opté correct. pour ça. Et est-ce qu'il y a un détail dans la rénovation qui finalement a fait toute la différence dans la maison? Très bonne question. Oui, je dirais le choix des matériaux. La maison que j'ai à Paris, je l'ai rénovée, il y a 12 ans et je l'avais faite vraiment avec, tous les premiers prix parce que j'avais pas le choix. C'était, j'ai fait avec ce que j'avais et là, j'ai fait le choix, alors pas pour tout, mais pour les peintures notamment et pour le carrelage, de prendre des choses solides, intemporelles et notamment pour la peinture, ça a fait toute la différence. J'ai peint, par exemple, les toilettes avec une peinture premier prix. J'ai dû passer 4 couches, voire plus. La vraie peinture de qualité, parfois même tu as l'impression qu'avec une seule couche, ça va le faire. La couvrance, ça n'a rien à voir. Maintenant, les nouvelles peintures, n'ont plus d'odeur, elles sont plus faites avec, 10 000, produits chimiques. Il y a plus il y a toutes ces projections-là, que j'ai eues avec la peinture premier prix. Ça change tout, vraiment. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, a fait toute la différence Et tu aurais envie et de la couleur citer est des marques peut-être que tu as utilisées? ou j'ai travaillé avec, 2 marques différentes, qui sont toutes les 2 aussi extraordinaires l'une que l'autre. Une marque anglaise qui s'appelle Little Green et donc qui fait, des peintures à l'anglaise, sans produits chimiques, avec des pigments ultra couvrants et cetera. Ils ont un catalogue de couleurs, extraordinaire et une petite marque qui est française qui s'appelle Camaël, qui fait des peintures biosourcées. Donc c'est pareil, pas d'odeur et il y a une couvrance, extraordinaire aussi et ils étoffent, leur catalogue, de plus en plus et ce qui est, vraiment chouette, hem, avec ces 2 marques, c'est que Camaël, par exemple, peut envoyer des échantillons et envoie des échantillons de vraiment de peinture, c'est-à-dire, ce n'est pas, du papier imprimé, c'est vraiment de la peinture qui est mise sur le papier, comme ça on a le vrai rendu de la peinture. On peut le mettre sur le Avec la mur, lumière, on voit voilà, avec la lumière ce que ça donne, et cetera. Donc 2 marques super que je recommande, autant l'une que l'autre. une française, une anglaise, comme ça, pouf, Oui. pas de jaloux. Donc voilà. Effectivement, les choix des matériaux, c'est primordial, on est d'accord. Et est-ce qu'il y a un choix déco dont tu es particulièrement fière? Un choix peut-être un peu osé, un peu unique? Quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Alors je sais pas si c'est pas du tout osé ou unique, mais il y a quelque chose, heu, que j'adore, c'est
tout ce qu'on j'ai eu l'idée, c'est Cédric qui a réalisé les 2. C'est la banquette et la bibliothèque sur mesure. J'avais vu 10 000 vidéos sur Instagram, de personnes qui réalisent, voilà, ces meubles sur mesure à partir de caissons, IKEA, qu'après des moulures et qui font comme si ces murs, en fait, enfin, comme si ces meubles faisaient partie intégrante, du décor. Donc on l'a fait pour la banquette et la bibliothèque, du salon et je suis hyper contente du résultat parce que ça fait super naturel, ça fait vraiment meuble de famille, alors qu'à la base, c'est des meubles, IKEA. Mais, en mettant des jolies poignées, en mettant un joli, plan de travail en chêne massif par-dessus et en repeignant le tout avec les moulures, ça fait, le résultat est vraiment, extra. Je t'enverrai des photos. Oui, que je puisse imager ça, Oui, oui, effectivement. oui, exactement. Oui, oui, très bien, je vois, je vois. Mais on peut faire, bien des choses maintenant effectivement avec les IKEA hacks, qu'on peut trouver ici ou là. Mais oui, c'est super et ça fait tellement plus joli. Alors évidemment, je trouve ça plus joli de mettre un meuble ancien, mais parfois, je pense qu'il faut quand même penser, pratique et là, on gagne, vraiment de l'espace en mettant quelque chose qui est pile poil, à notre mesure et ça fait des rangements, des chouettes rangements. C'est vrai, des rangements invisibles, pour le coup, dans une banquette. Oui, voilà, exactement. On la voit très peu cette bibliothèque et elle prend juste la place qu'il faut. Et alors à l'inverse, est-ce qu'il y a une décision que tu referais autrement aujourd'hui? Si je réfléchis, peut-être que alors les plaintes, il y a quelqu'un donc qui est venu, faire l'enduit, et il y avait des plaintes qui étaient déjà, existantes et donc, on les a pas retirées, on n'allait pas les retirer pour en remettre des nouvelles et donc il y a une espèce de petite couche d'enduit, sur les plaintes que j'avoue, je n'ai pas poncé et que j'ai peint comme une malpropre en me disant: «C'est des plaintes, ça se verra pas trop». Parfois, je jette un œil et je me dis: «Oh, c'est pas terrible» et puis bon, passe à autre chose. Mais effectivement, si je devais le refaire mais en fait, c'est toute une somme de choses. C'est-à-dire qu'effectivement, on a essayé de vraiment soigner, les choses et de faire les choses correctement et parfois en tout cas peut-être plus pour moi que Cédric, parce que Cédric, il est plus jusqu'au boutiste que moi et moi, il y a des moments où je me suis dit: «Je suis au bout du rouleau de ce palin. Là, il faut que j'ai juste envie de terminer». Voilà, notamment ces petits trucs cracra au-dessus des plaintes. C'est comme avec les enfants, des fois il faut choisir ses combats. Oui, voilà, c'est ça. Et il faut se remettre dans le contexte aussi. C'est vrai que maintenant avec du recul, parfois je me dis: «Ah dis donc, tu aurais pu quand même, tu sais, hein, c'est pas pour autant que ça prend» et en fait, quand je me remets, quand je me resitue, dans avec mon état d'esprit, il y a 1 an et demi, je me suis dit: «Bon, Et alors, qu'est-ce qui fait selon toi qu'une maison devient vraiment un lieu personnel? je pense que tout le monde répond la même chose, j'imagine, mais il faut vraiment pas suivre les tendances, jamais. C'est erreur. Pour moi, la première chose, c'est 1, 2, 3, je recommence. Heu, pour moi, la chose importante, c'est de s'adapter à la maison, je crois. Je pense que dans une, vieille ferme, heu, c'est peut-être plus compliqué de faire un certain style ou dans une, maison très moderne, on difficile, de mettre un esprit 18e siècle, par exemple. Voilà, il faut d'abord s'adapter, à la maison et puis après faire des choses qu'on aime, dans lesquelles on se sent bien, peu importe que, en ce moment, ce soit le violet, qui soit in, ou le style machin truc. Là, il faut mettre les objets qu'on aime et je pense qu'il faut mélanger. C'est bien de mettre, un truc chiné avec, une lampe, super design, avec, un meuble qu'on a récupéré chez notre mamie qu'on adore. Voilà, il faut que ça nous parle, que ça nous raconte, en fait et après, alors oui, je trouve ça chouette d'harmoniser quand même, je suis pas pour les intérieurs avec 1 million de couleurs dans une pièce. OK, il y en a un minimum, mais après, il faut qu'on se fasse plaisir et si on aime le papier peint, bah, go pour le papier peint et si on n'aime pas le papier peint, on met pas, enfin voilà et ouais, il faut quelque chose qui raconte notre histoire et puis qu'on étoffe au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas dans une maison avec, tous ces cartons et pif, on met et après on n'y touche pas. Pour moi, c'est
C'est au fur et à mesure de ce qu'on trouve, donc je laisse beaucoup d'espaces vides chez moi qui sont amenés à être, remplis plus tard avec, ce que je trouverais ou voilà, ou les coups de cœur que je pourrais avoir. Tu sais que très peu de personnes me disent, «Faut pas suivre les tendances», en fait. C'est vrai? Moi, je le prône, à qui veut bien l'entendre, mais en fait, effectivement, je pense qu'on est tellement submergé partout d'images et de effectivement, et de tendances que pour beaucoup, en fait, c'est la norme. Tu vois? Il y a une forme de on se rend pas compte, c'est comme ça, on pose pas trop de questions. Oui, parce que après peut-être qu'on est sensible, à l'esthétique déco, on baigne dedans, on aime ça et on a une certaine culture déco. Après, je me mets toujours à la place de quelqu'un, par exemple, moi, j'ai pas la culture mode. Je m'habille, mais peut-être que quelqu'un va arriver dans mon dressing et me dire: «Attends, mais si tu mets ça avec ça va être génial, essaye ensemble». J'ai pas ces idées-là forcément. Alors que pour la déco, je l'ai naturellement. Donc je me dis toujours: «Ouais, à quelqu'un, pas forcément l'idée d'associer ça à ça ou d'essayer telle couleur». Donc il va rester vraiment dans les basiques et dans ce qu'il voit et donc dans les tendances puisque c'est ce qu'il a, sous le nez, en fait. Tout à fait et tu nous as parlé aussi de, on aime le papier peint, on n'aime pas le papier peint. Je sais que toi, tu aimes le papier peint. Comment tu J'aime le papier peint. choisis un bon papier peint? Pour un papier peint, alors, soit on part de ce qui existe déjà et on essaye de trouver un papier peint qui s'accorde à l'ambiance de la pièce, soit on a un coup de cœur pour un papier peint et après on construit l'ambiance de la pièce à partir de ce papier peint. Parce que souvent c'est la pièce forte. Enfin, je connais plus trop de maisons où maintenant il y a du papier peint dans tous les murs. Souvent on met un pan de mur avec du papier peint, ou 2 et on laisse, les autres, murs peints et souvent ce papier peint, bah, c'est la pièce maîtresse, d'une chambre ou pièce de vie et donc souvent on part du papier peint et on construit après la pièce et après il y a des éditeurs que j'aime beaucoup parce que, c'est souvent des éditeurs qui rééditent des papiers historiques et comme j'ai un goût prononcé pour, l'histoire et pour les choses anciennes, naturellement, j'aime aller vers ces éditeurs. Je pense, au Grand Siècle, par exemple, qui est une, marque française et c'est une donc Vanessa Haussot, la fondatrice. Elle a été dans la maison de George Sand, de Jean-Jacques Rousseau, et elle a fait des macros de photos de leurs papiers peints pour les rééditer. Donc je trouve ça super de pouvoir avoir, le même papier peint que Jean-Jacques Rousseau chez soi, par exemple. Pas dans les archives des musées, du musée Art Voilà, Art les déco. archives nationales, des arts décoratifs et tout. Elle fait un super travail. Toujours en Angleterre, Little Green fait le même travail avec le National Trust. Pareil, ils vont dans les demeures, qui font partie du National Trust et ils rééditent tous ces papiers peints, 19e qui sont magnifiques. C'est une chance de pouvoir, les remettre, chez mon pote et bon On va après il y y a plein accéder de maintenant facilement, ouais. oui, c'est ça, c'est l'histoire à portée de main. Après, il y a plein d'autres éditeurs, qui sont merveilleux. Je pense à Anambo, je pense à Isidore Leroy, enfin voilà, c'est et même des nouveaux créateurs qui font des choses chouettes, hein, beaucoup plus contemporaines. J'aime bien les choses historiques, mais il y a des choses, contemporaines qui sont super aussi. C'est vrai. Mais là, c'est sûr que quand on rénove une meulière des années 30, avoir un papier peint, ancien, ça s'y prête bien aussi. C'est ça, c'est génial de j'aime bien l'idée de coller un peu à l'esprit de la maison. Après, j'ai pas forcément mis des meubles art déco, par exemple, à l'intérieur parce que je les trouve, très sombres. Enfin, souvent, ils étaient en bois foncé, ils sont très massifs. Les pièces sont petites et moi, j'avais envie d'un peu d'aérer, tout ça. Donc j'ai fait un mix, mais il y a quand même des alors il y a du années 70, il y a du années 30. Mon bureau est années 30, par exemple. Voilà, il faut encore une fois, j'ai mixé et j'ai pas cherché à coller ou à faire un genre une full pièce années 30 par exemple, il y a quand même toujours, du design, mélange, et du voyage. Oui, ça, c'est quand même un peu ta signature de mélanger les styles entre effectivement les pièces anciennes, plutôt chinées, les pièces design, mais enfin, qui seront quand même,
plutôt, chinés aussi, mais peut-être plus signés là pour le coup et les et les pièces de voyage, enfin les souvenirs de voyage, ça fait un savant mélange, bien à toi parce qu'effectivement, en même temps c'est ta signature, c'est ta patte, c'est Oui, oui, après voilà, il faut oser. Il y a des moments où j'ai pas trop osé, par exemple, j'ai un superbe lustre, de famille, 19e, qui était dans le salon de mon arrière-grand-mère, je crois, avec des pampilles. Je me suis dit: «Ah, est-ce que je le mets pas dans la cuisine pour, faire un côté décalé?» ouais. Et après, il y a l'esprit pratique qui est revenu en me disant: «Est-ce que si, je fais beaucoup de cuisine et qu'il y a une couche de graisse qui se dépose sur les pampilles, est-ce que ça va pas être une tannée de nettoyer pampille par pampille?» Voilà, ça j'ai pas osé C'est par exemple. intéressant ça. Alors comme ça, là, ça me donne très envie. Je le verrais très bien dans ta cuisine, ce lustre à pampilles. C'est pas dit que je Mais le mette attends, pas un alors jour. je n'ai pas vu ton lustre, je ne sais pas à quoi il ressemble et je ne sais pas notamment si, l'électrification est incrustée dans ton lustre, je ne sais pas comment dire, mais il y a un truc, un tips, moi j'en ai un, j'ai un lustre à Pampille là juste au-dessus et tu sais, c'est un lustre, de voyage, plutôt, 18-19e, je sais pas, enfin bon, et du coup l'électrification n'est pas dans le lustre et en fait ce D'accord. genre de lustre-là, tu peux les passer au lave-vaisselle. C'est super pratique. Bon, faut pas le faire, D'accord. tous les 5, enfin, tous les mois, tu vois? Oui. Mais quand il faut vraiment le décrasser un bon coup, je le mets tout seul au lave-vaisselle et ça fonctionne très bien. Donc voilà, pour le lustre de ton arrière-grand-mère, je sais pas si ça marche. Pour le coup, il est absolument, gigantesque. Ça Ouais. aussi, c'est que je m'étais dit, ça peut faire rigolo. J'avais pensé en fait, à la maison de Gainsbourg. Il avait un énorme lustre dans sa toute petite salle de bain qui pendait, super bas, enfin qui arrivait, au nez de tout le monde et absolument pas pratique, mais je trouvais que l'effet était génial et là, je me suis dit: «Ça peut être rigolo d'avoir un truc, qui fait très, les Galeries des Glaces, dans une cuisine années 30». Mais ça, j'ai pas osé. En revanche, par exemple, ce que j'ai osé, c'est faire une entrée, full rose avec, le plafond, rose aussi. Une Là, je boîte. me suis dit: «Allez, ça peut être rigolo de faire une espèce de cube, rose». Oui, ça marche bien, surtout dans les lieux de passage, ouais. Oui, voilà, je me suis dit, «Bon, de toute façon, une entrée, j'y reste jamais, je passe». Donc, c'est assez surprenant, c'est rigolo. Très bien. Bah, écoute, on mettra quelques photos sur Insta. Oui, avec plaisir. Hem, on va finir avec les questions, signature du podcast. Oui. Si tu devais ne retenir qu'un seul conseil, ton conseil numéro 1 que tu aurais envie de transmettre à quelqu'un qui se lance dans la réno, ce serait quoi? Bien choisir ses artisans, bien choisir ses matériaux. Double conseil? Conseil, c'est vraiment ce que j'ai retenu, de cette réno. Après, voilà, les difficultés, les ça fait partie du jeu. Mmh. On n'a pas très envie d'y penser Important. quand on achète, on a envie de voir que le côté, sympa et c'est bien normal. Mais, mais voilà, ces 2 conseils-là, c'est les plus importants. Bien s'entourer, bien choisir ses matériaux. Ouais, on est d'accord. Pour que ça dure et qu'on regrette pas. Bon, c'est vrai. Très bien. Et enfin, donc la dernière question, est-ce qu'il y a des contes, des livres ou des ressources qui t'ont inspiré, que tu aurais envie de nous partager? Oh, il y en a plein. Pour la réno pure, il y a 2 contes que j'aime beaucoup. Ils sont très différents l'un de l'autre. J'aime beaucoup, Coconut Déco, que je suis il y a depuis très longtemps. Je Qui viennent trouve de se qu'ils ont relancer là? oui! Je viens de voir qu'ils ont, racheté une nouvelle maison et je suis hyper contente pour eux et je suis sûre qu'ils vont faire des merveilles. Alors même si j'adhère pas forcément à son style, qui est très contemporain et minimaliste, mais je trouve que, hem et je crois que c'est Stéphane, hein, qui oui, il s'appelle Stéphane. Il a le goût de sublimer, ce qui existe et de redonner vie à un beau sol, heu, à une verrière ancienne. Enfin, il est très fort pour ça. Il partage beaucoup et je suis admirative vraiment de tout ce qu'ils font et de l'énergie qu'ils y mettent. Et dans un autre style, j'aime beaucoup Elisa de Et Dieu créa parce qu'elle Mmh. fait, plein de petites choses, notamment là dans sa maison, qu'elle a louée il y a je crois qu'il y a 2 ans maintenant qu'ils y sont.
elle propose beaucoup de petites astuces qui peuvent nous servir à tous, au quotidien. Elle a fabriqué, son entourage de piscine, elle a rénové son garde-manger et cetera et c'est des choses elle explique beaucoup, étape par étape en montrant avec des photos et ça, je trouve ça super. Voilà, donc je trouve que son compte est très bien. Alors c'est pas du tout un compte réno, parce qu'elle parle de plein d'autres choses, mais ses tutos réno sont vraiment, réussis, je trouve. Et sinon, après pour tout ce qui est, déco pure, j'adore, c'est vraiment mon modèle, ultime, c'est ce que fait Marianne Elmou. Je trouve qu'elle a une façon de voir les choses, elle a un talent fou pour la décoration et elle a sorti un livre qui s'appelle Un intérieur à soi, qui est ma bible. J'achète beaucoup de livres, déco de façon générale. Il y en a un autre que j'aime beaucoup qui s'appelle New English Interiors, qui est ma bible numéro 2. Et ce sont des choses, qu'on voit pas forcément ailleurs sur Pinterest ou sur Instagram, des d'intérieurs de personnes inspirantes et j'aime bien piocher en me disant: «Ah tiens, je pourrais mettre ce petit détail chez moi, faire ça chez moi». C'est ça que je trouve super. Après Pinterest évidemment, ça reste une grosse, grosse source, d'inspiration. Instagram aussi, les comptes, de déco. J'adore, celui je sais pas, je pense à celui de Mademoiselle Denis par exemple, très, 18 et que j'aime beaucoup. Hem, voilà, c'est les choses qui me viennent en tête. Mais voilà, j'ai quelques personnes qui sont des références pour moi. Daniel Rosenstruck aussi, l'ancien directeur artistique de chez Merci. C'est lui notamment qui a, refait, je crois, l'appartement Merci, qui était une merveille à visiter et ça m'inspire beaucoup. Vous pouvez le visiter, on peut plus, c'est ça? Je crois non, maintenant c'est réservé à des événements privés, mais au tout début, lorsque, il a ouvert, c'était Daniel d'ailleurs qui faisait les visites, donc il fallait s'inscrire et on pouvait s'inscrire et j'ai eu une chance folle parce que, on était, 2 ou 3 que j'ai visité, donc vraiment très peu, un tout petit groupe et les 2 personnes sont parties assez vite et je me suis retrouvée toute seule avec lui. En fait, Daniel Rosenstruck, ça peut être, le Johnny Hallyday de d'autres personnes, tu vois? Pour moi, c'est ma star, ultime et j'ai eu la chance de passer 1 heure avec lui et voilà, j'étais vraiment, pas en transe, mais presque. Ça fait un peu vieille Super, fan trop bien. énamorée, mais vraiment j'étais heureuse ce jour-là, c'était un rêve pour moi. Bon, très bien, quelle chance, effectivement. J'espère que je passe pas pour une folle dingue en disant ça. Non! Ouais, non, mais attends, quand on est passionné, forcément, je pense que tout le monde peut comprendre, quand on est dans cet état-là, quand ça nous touche profondément, tu Ouais, c'est ça, c'est des gens, enfin on est admiratif quoi de leur parcours, de leur vision des choses, de leur simplicité, enfin c'est chouette. super. Bah, écoute, je suis ravie pour toi, en tout cas, que tu aies pu rencontrer, ton Johnny Hallyday. C'est ça, mon Jojo. Exactement. Ton dada là, Dany, Oui, c'est ça, ça exactement. marche. Bah, Mon écoute. dada, mon Daniel. Exactement. Merci beaucoup, Béatrice, d'avoir pris le temps de partager tout ça avec moi, au micro du podcast, venir nous raconter l'histoire de ta réno et puis parler, déco, de façon un peu plus, large. Pour tous ceux qui nous écoutent, donc je répète, mais c'est important, s'ils souhaitent découvrir ton univers, donc tes inspirations, tes trouvailles de brocante, les coulisses, des travaux de cette maison bretonne que tu as effectivement bien partagé. Tout ça, c'est sur ton compte Instagram, donc madame-décor et on peut aussi te retrouver donc sur ton blog madamedécor.com tout à je mettrai bien sûr, comme d'habitude, tous les liens dans la description de l'épisode. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Clés de la Réno. Merci Alison, à bientôt.